mon point de départ, ce serait de poser la question de l'unfair advantage. On parle des GAFA, de leur toute-puissance, c'est une tarte à la crème, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, comment trouver un paradigme pour leur faire face, ça reste un challenge pour lequel il n'y a pas encore de solution toute cuite. Et pour essayer de trouver une parade, je pense qu'il faut partir un peu de leur atout, de leur unfair advantage, de qu'est-ce qui fait qu'ils sont si puissants. Et la réponse que j'aime bien donner à cette question, c'est que bien sûr, ils ont des données, mais surtout, ils ont une transversalité de données, une exhaustivité de données qui leur permet d'avoir une compréhension de leurs utilisateurs qui va au-delà de ce que n'importe qui peut avoir de ses utilisateurs. Et quand je dis qu'ils ont une meilleure compréhension, moi j'aime bien dire qu'ils accèdent à l'intimité numérique, à nos intimités numériques, et l'accès à cette intimité numérique leur permet de mieux comprendre qui ils ont en face. Et de là, la puissance de leurs services, de leurs propositions de valeur, de leur capacité à, d'un côté, développer des services pertinents, mais aussi développer des business models faisant levier sur cette intimité numérique qu'ils ont développée avec leurs utilisateurs. Alors, on va essayer par produire. Vous voyez écran. Alors moi d'ici je vois rien. Hop, hop. Et là je perds le clavier et je peux pas. Bon, ouais non vraiment. Ça aime pas. J'ai jamais vu ça. Donc, je vais peut-être quand même essayer de l'avoir au moins sous mes yeux à moi pour servir de guide. Reboot. Ah oui. Donc, je disais, l'unfair advantage de nos amis GAFA, c'est d'avoir cette intimité, cet accès à notre intimité numérique. C'est leur levier de toute puissance. C'est sans doute très utile, mais en fait, c'est un modèle qui génère deux faiblesses, deux failles, j'ai envie de dire, by design. À savoir, d'une part, ça leur confère une telle puissance que ça crée des asymétries de pouvoir sans précédent. Ça fait d'eux des big brothers en puissance qui créent des challengers partout sur la planète et qui créent du coup de fait des acteurs qui ont besoin de créer des alternatives ou en tout cas de les rembarrer. C'est aux États-Unis la FTC, la Federal Trade Commission, qui attaque les différents GAFA. C'est la Commission européenne avec d'un côté le RGPD, mais aussi de nouveaux dispositifs avec le Data Governance Act, le Data Service Act, le DMA, enfin bref, toute une série de mesures en cours de déploiement. C'est la Grande Muraille de Chine numérique côté Chine. Et cette toute-puissance, en fait, se retourne contre eux. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième faille, c'est que ça implique de la part de nos GAFA d'accéder à toujours plus de données et d'accéder à des informations pour lesquelles on peut peut-être trouver des accélérateurs, des moyens d'accéder plus vite qu'eux à plus de données. Je retrouve... Là, je ne vais même pas essayer l'écran parce que là, ça va produire 3 fois, c'est pas la peine. Fichier récent. Donc deux failles base design, une trop grosse concentration de pouvoir et un besoin structurel de réunir toujours plus de données, ce qui va leur prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que, de fait, ils accèdent à beaucoup de données, mais
mais on leur met de plus en plus de barrières dans les roues et ça les empêche d'avancer aussi vite qu'ils pourraient. Et c'est de là en fait que découle un peu une stratégie de contre-attaque en évitant une attaque frontale, c'est-à-dire éviter de vouloir reproduire ce que eux cherchent à faire, reproduire leur modèle, mais plutôt en s'appuyant sur un autre levier pour réunir encore plus de données. Alors comment réunir encore plus de données que les GAFA en partant de ce constat, nos vies numériques aujourd'hui restent fragmentées. Les GAFA ont beaucoup de données, mais ils n'ont pas accès à toutes nos données bancaires, nos données d'administration, nos données de santé, nos données d'objets connectés. Chaque geste du quotidien se met à produire de la donnée, et de fait, notre quotidien est loin d'être complètement unifié par les GAFA. Donc la question qui se pose pour l'utilisateur, c'est qui serait légitime pour me réunir encore plus de données ? Qui pourrait aller encore plus vite qu'un Google ? Et la seule bonne réponse à cette question, en tout cas dans un système démocratique, c'est l'individu, c'est l'utilisateur. Lui et lui seul est légitime pour réunir toutes ces données, et il peut le faire encore plus vite que les GAFA, parce que l'utilisateur dispose d'une légitimité légale, droit à la portabilité, RGPD, Data Governance Act, mais aussi tout simplement c'est lui qui a les mots de passe. C'est lui qui a les sésames pour pouvoir se connecter à tous ces services et accéder à ces données. Et c'est un peu l'idée de Cozy, la start-up donc, que j'ai cofondée, de permettre aux particuliers de récupérer toutes ces données dans son cloud personnel, dans son espace à lui, qu'il peut connecter, du fait de ses mots de passe, qu'il peut connecter à toutes ces sources de données, qu'il va du coup normaliser dans son espace à lui, pour qu'il puisse en avoir des usages sans avoir à demander à un tiers de réunir pour lui ces données. En mettant l'individu en capacité de réunir ces données, on crée un espace qui peut réunir des données que même les GAFA ne peuvent pas aujourd'hui réunir. Alors là, normalement, c'est dommage, c'est la partie la plus visuelle. C'est un peu d'exemple illustré. Pourquoi réunir toutes ces données personnelles permet de dépasser les GAFA ? Pourquoi structurellement, ça permet de créer des services qui ne sont pas possibles autrement ? Je vous aurais montré avec un écran comment on peut imaginer des services du type, enfin imaginer ou même développer, puisqu'on en a déjà quand même développé pas mal. Par exemple, pour vous faciliter le suivi de vos remboursements de dépenses de santé. Hier, vous receviez par le papier 3 sources d'informations, votre relevé bancaire, votre remboursement de la complémentaire santé, votre remboursement de votre mutuelle. Aujourd'hui, il faut vous connecter à 3 sites web différents, avec 3 mots de passe différents, faire des clics droit enregistrés sous. Au bout de 6 mois sur Amélie, vous n'avez plus accès à vos bordereaux de remboursement. Et les petites croix au crayon de papier sur le PDF, c'est devenu difficile. Donc concrètement aujourd'hui, faire le suivi de ces remboursements, c'est plus difficile qu'à l'ère du papier. Là, dans notre logique d'espace numérique personnel, de cloud personnel, c'est l'individu qui réunit ces 3 sources d'informations automatiquement. Son cloud personnel se connecte à sa banque, à Amélie, à la complémentaire santé, réunit ces 3 informations et du coup peut automatiquement faire un rapprochement et faire un suivi avec un tableau qui te permet de voir quelles sont les dépenses pour lesquelles tu as eu des remboursements, lesquels, et quels sont ceux pour lesquels tu n'as pas eu de remboursement. Ce sont des exemples comme par exemple la personnalisation de conseils auquel on est habitué aujourd'hui quand on va chez son boucher, il nous connaît, il dit ah bah tiens, j'ai un bon fouet de veau, je sais que t'aimes ça, ce qui est vrai. Est-ce que ça t'intéresse ? Il connaît quelque chose de moi qui lui permet de personnaliser son service. Aujourd'hui, quand vous achetez une télé à la Fnac, vous ne savez pas si votre assureur couvre cet achat, si en cas de surtension ou de dégâts des eaux, votre achat va être couvert, et vous n'avez pas de facilité pour interagir avec votre assureur. Pour savoir cette information-là, il faudrait ouvrir le contrat, aller lire les petites lignes et savoir si oui ou non vous êtes couvert. Et là, l'idée, c'est que votre cloud personnel connaît le détail de votre achat à la Fnac, c'est que vous avez acheté une télé. Du coup, c'est aussi que vous avez un contrat d'assurance. Et votre assureur peut, à l'intérieur de votre cloud personnel, avoir l'information qu'une télé a été achetée. Ce n'est pas simplement un achat à la Fnac, ce n'est pas juste une ligne dans une écriture bancaire, mais c'est vraiment une télé qui a été achetée. Permet d'analyser si le contrat couvre ou pas cet achat. Permet d'informer à l'utilisateur dans son relevé bancaire si l'achat est couvert ou pas. Et cette information est apportée à l'utilisateur, cette analyse est faite dans l'enceinte de son cloud personnel sans qu'aucune donnée n'ait été envoyée au service. Donc ça, c'est un deuxième concept très important. Le premier, c'était la connexion, agrégation, normalisation de données. Le deuxième, c'est que le service va pouvoir tourner à l'intérieur du cloud personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez bénéficier d'un service, vous devez envoyer vos données au service pour que le service puisse vous être utile. Là, c'est l'inverse. Vous proposez à l'algorithme, à l'application du service, de venir s'installer à l'intérieur de votre cloud personnel pour mobiliser votre intimité numérique sans avoir à la dévoiler.
Voyez, le service vient s'exécuter dans votre enclave, dans votre cloud personnel. J'aime bien parler de service à domicile. C'est la version numérique du service à domicile. Plutôt que d'envoyer vos données, vous proposez à l'algorithme de venir travailler chez vous. Et tout d'un coup, vous redevenez client. Vous n'êtes plus un consommateur passif. Vous êtes un citoyen qui peut choisir les services, les algorithmes qui vont travailler sur ces données sans avoir à les envoyer à un GAFA pour en avoir un usage. Sur l'automatisation des formulaires, que ce soit dans un formulaire de souscription, de simulation ou un formulaire administratif, eh bien, ça réclame beaucoup d'informations et de données, des dernières feuilles de paye, des assurances ou des attestations d'assurance, des justificatifs de domicile, des factures. Toutes ces informations-là sont automatiquement collectées dans votre cloud perso qui, du coup, peut vous faciliter l'interaction avec une administration. Et c'est, par exemple, des projets qu'on développe dans le cadre des enjeux d'inclusion numérique avec des acteurs comme le Grand Lyon, Béthune, pour permettre à des personnes en situation de précarité de réunir tous leurs actifs numériques dans leur cloud personnel sur lequel ils vont pouvoir faire levier dans le cadre de leur démarche administrative. Et puis un dernier exemple, c'est le bilan carbone. C'est un sujet d'actualité. Voilà, j'aime bien dire qu'on ne peut pas faire de régime sans balance. Et en matière de consommation d'énergie, la balance s'appelle un bilan carbone. Et un bilan carbone, c'est très difficile à faire. Il faut prendre des notes. Les estimations, les calculs ne sont pas évidents. Là, en fait, votre cloud personnel peut collecter toute votre trace GPS, tous vos achats. Et quand je dis achat, ce n'est pas simplement un montant, c'est vraiment une définition précise de l'achat qui est derrière. Traces GPS qui disent que vous avez pris du vélo ou plutôt pris la voiture. Vous avez l'historique des fois où vous avez prêté votre voiture dans le cadre d'un car sharing, d'un service de car sharing ou de covoiturage type Blablacar. Et en réunissant comme ça automatiquement toutes les données d'un individu, on lui permet d'avoir un service de type bilan carbone sans qu'il ait ni quotidiennement à prendre des notes, peser et faire des calculs et que cette donnée soit dynamique, soit actualisée automatiquement. Il y a plein de cas d'exemples sur la santé et on pourrait aller loin, mais vraiment ça aurait été beaucoup plus visuel avec un écran. Dernier point important sur le champ des possibles ouvert par cette approche où c'est pas vraiment la décentralisation des données, puisque quelque part on recentralise la donnée autour de l'individu, on lui permet d'avoir son propre silo. Sinon, on peut parler d'ascentralisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de centre, on a centre. Il y a plein de petits centres. Mais quand on a plein de petits centres comme ça, on se pose la question de l'intelligence artificielle. Pour avoir une intelligence artificielle efficace, il faut pouvoir apprendre. Donc il faut réunir les données d'une population. Comment faire des calculs sur des données qui sont dispersées dans les clouds personnels de chaque individu? En fait, on a développé depuis 4 ans, on travaille un protocole avec l'INRIA dans le cadre de tests CIFRE, permettant de faire du machine learning décentralisé pour que, plutôt que de devoir déverser vos données dans un entrepôt central, au hasard un Health Data Hub, qui centraliserait toutes les données de santé d'une population pour pouvoir faire des calculs. Nous, c'est l'inverse. Nous, on propose à chacun d'avoir l'historique de sa balance connectée dans son cloud personnel. Le premier contributeur va générer un très gros chiffre aléatoire. À ce chiffre aléatoire, rajoute son poids, transfère cette variable qui ne veut rien dire, qui n'est pas interprétable, au contributeur suivant, qui rajoute son poids, qu'il transmet au suivant. Cette variable intermédiaire revient au point de départ. On soustrait le bruit, la variable aléatoire, et on obtient la somme des poids de tout le monde sans que quiconque ait dévoilé son poids à quiconque. Ça permet, en rajoutant une table de H distribuée, du chiffrement, des trucs, une distribution des rôles aléatoires, enfin un truc un peu robuste, ça permet de faire des calculs complètement ouverts, n'importe quel type de calcul, y compris un calcul d'apprentissage sur un vecteur d'intelligence artificielle, sans que jamais vous n'ayez eu à dévoiler vos données à un acteur au centre. Et surtout, ça permet à cette IA d'aller mobiliser des données qu'en temps normal, même un Health Data Hub ne peut pas mobiliser. Un exemple, le Alzheimer est une maladie qu'on ne sait pas guérir, mais on sait la retarder. Donc il y a un très fort enjeu à détecter Alzheimer pour pouvoir, le plus tôt possible, essayer de mettre en place des mesures de prévention. Un marqueur d'un risque d'Alzheimer, c'est l'évolution de votre temps de démarrage au feu rouge. Cette évolution permettrait d'anticiper jusqu'à 2 ans un diagnostic par rapport à une procédure classique de papy, tu commences à t'oublier trop souvent tes clés, là il faudrait que tu consultes. Pour ça, il faut avoir des données de voitures connectées,
données qui ne seront jamais dans un Health Data Hub. Toutes les données comportementales, en fait, n'arriveront jamais dans un Health Data Hub. Votre fréquence de visite, enfin de sessions de natation n'existeront jamais dans un Health Data Hub. Donc, par cette approche décentralisée de la donnée, ça permet à l'algorithme d'apprentissage non seulement de remonter à la racine de données, de remonter à une donnée beaucoup plus transverse, beaucoup plus complète, de bien meilleure qualité, sans jamais avoir eu un gros acteur au centre qui sait tout de tout le monde. En synthèse, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, les GAFA sont sur un modèle hyper centralisé, ce qui leur donne deux super pouvoirs. Un super pouvoir pour créer des services super pertinents, un super pouvoir pour créer un business model super pertinent, à savoir le business model de l'influence, du fait de cette intimité numérique qu'ils acquièrent avec leurs utilisateurs. Nous, on dit en fait on peut réussir à dépasser leur modèle en mettant au centre le seul acteur légitime à réunir plus de données que les GAFA, l'individu. C'est l'objectif de Cozy Cloud, donc une plateforme open source permettant à l'individu d'avoir son propre cloud, qu'il connecte à toutes ces sources de données qui sont normalisées et qui du coup peut disposer de services mobilisant ces données sans qu'il ait à les dévoiler. Cette notion de service numérique à domicile. Alors ça peut paraître un peu fou parce que c'est vrai que c'est une inversion de l'architecture actuelle de la donnée. Là aujourd'hui on est dans une architecture avec quelques très gros centres de données où se concentre l'essentiel des données personnelles de toute la population. Moi j'aime bien rappeler qu'en 1977 le fondateur de DEC déclarait que jamais personne ne voudrait d'un ordinateur chez lui. À l'époque, DEC, c'était la big corp du numérique. C'était la fusion avec HP. C'était une des plus grosses fusions du numérique de tous les temps à l'époque. Mais je l'ai cité lui parce qu'il a dit l'année où Steve Jobs et Steve Wozniak lançaient l'Apple I. Et eux voyaient un futur complètement à l'opposé de celui du PDG de DEC. Eux pensaient justement que chaque individu aurait son personal computer. Eh bien, on pense qu'il y a un parallèle à faire entre cette situation des années 70-80 où le computer, qui étaient des mainframes hyper centralisés, se sont contre toute attente décentralisés dans des PC, dans des personal computers. Eh bien, aujourd'hui, le cloud est hyper centralisé comme pouvaient l'être les mainframes des années 70-80, et tout est en train de se réunir pour que ce cloud hyper centralisé se redécentralise dans des espaces numériques personnels, dans des clouds personnels, dans des espaces individuels, permettant de battre les GAFA sur leur propre terrain, celui de la commodité et de la pertinence du service. Voilà. Et en conclusion, je dirais, vous avez tous en tête la citation de Laurence sur Code is law. Quelque part, le code fait loi. C'est lui qui décrète ce que tu peux faire ou pas, qui te laisse rentrer ou pas. Il y a une autre citation, je n'ai jamais trop compris qui en était l'auteur. Si quelqu'un le sait, je suis preneur. Qui est un peu une vision un peu plus méta, qui est de dire si Code is law, architecture is politics. Quelque part, c'est votre constitution. Et le fait de déplacer l'architecture de la donnée, de décentrer la manière dont s'articulent les capacités d'accès aux données, rebat les cartes et constitue un changement de paradigme permettant d'aller là où aujourd'hui personne n'ose aller, c'est-à-dire sur le terrain des services type GAFA. Voilà, c'était un peu rapide. Je suis vraiment désolé de la version sans écran parce que vraiment avec des images, ça aide à ancrer et c'est beaucoup plus visuel. Du coup, si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Personne n'est parti pendant la présentation, donc je pense qu'on a quand même apprécié l'effort que tu as fait de garder ton calme et d'aller jusqu'au bout. Ben voilà, donc s'il y a des questions... Bonjour à tous, merci beaucoup pour la présentation. Et j'avais la question, je n'ai pas compris, Cozy Cloud, l'idée c'est que vous allez stocker les données quelque part de l'endroit assez centralisé, on va dire. Oui. Alors que maintenant, je sais que ça commence à être à la mode, surtout parmi les gens tech, d'avoir leur propre cloud chez eux, leur serveur qui garde les données. Comment ça va ? Ah ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est une plateforme open source. Vous pouvez, j'ai un Raspberry Pi dans mon sac, vous pouvez l'installer sur votre Raspberry Pi, vous pouvez louer une machine chez OVH sur laquelle installer votre Cozy. Vous pouvez trouver un tiers de confiance qui peut être Cozy, qui peut être le Grand Lyon, l'Académie de Rennes, la Maïf, qui va vous héberger pour vous, clé en main, et un élément de confiance
déterminant pour moi, c'est, d'ailleurs c'est un de nos slogans, moi j'aime bien dire you will stay because you can live, l'anglais c'est une manière de mettre du gras à l'oral, c'est parce que tu peux nous quitter que tu peux avoir confiance, c'est parce que ton cloud personnel qu'à un instant donné tu as confié disons la Maïf, pour une raison X, Y, Z, tu souhaites en changer, changement de pricing, une autre offre à côté, tu as un problème de sécurité, peu importe, eh bien, on te permet de déménager ton COSI. Et quand je dis déménager, ce n'est pas simplement faire un export, import de données, c'est toute la configuration de ton COSI se retrouve dans le nouveau. Donc, tu te crées une nouvelle instance sur ton Raspberry Pi. Ça va récupérer toutes les données, mais aussi tous les paramètres, tous les partages. Donc, tous les liens avec les partages qui peuvent avoir ne sont pas perdus. C'est une portabilité du service et non pas une portabilité de la donnée. Voilà. D'accord, merci. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Alors, je vais être un peu provocateur, mais la solution a l'air très intéressante. Alors, vous critiquez la transversalité de la donnée des GAFAM, la qualité des données intimes, et donc leur centralisation. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'en fait, là, vous proposez quelque chose qui permet d'avoir encore plus de données, encore plus de qualité de l'intimité. Et donc, est-ce que l'idée, ce serait pas... Enfin, et se pose deux questions. Déjà, la pertinence, enfin, pas la pertinence, mais la sécurité des données qui pourraient être justement dans cette instance-là, des accès à ces données-là. Et puis est-ce que pas derrière, il n'y a pas aussi une idée de pouvoir dire... voilà toutes mes données, ça je les monétise, ça je les monétise. Enfin, je ne sais pas où en est la réflexion. Et en fait, moi je me dis, mais pourquoi aller sur ce concept-là en se disant, je me suis pesé hier et donc du coup l'information est arrivée dans mon... je ne sais plus comment on l'avait appelé, mais enfin dans ce serveur-là. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas justement d'avoir moins de données et parce que là, on va se retrouver avec une tonne de données donc gérées individuellement, mais de plus en plus intimes, de plus en plus sensibles, et ce serait aussi un désastre écologique. Ouais. Voilà, j'étais un peu Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Peut-être sur le dernier point, le plus en plus de données, c'est de la donnée qui existe déjà par ailleurs. Ensuite, c'est une donnée qui peut être réutilisée plusieurs fois. Typiquement, vos traces GPS, plutôt que d'avoir vos traces GPS et dans Strava, et chez Google, et sur votre smartphone, là, ils sont qu'à un seul endroit, ils peuvent être utilisés à plusieurs finalités. Pour un bilan carbone, pour un service de recommandation d'entraînement sportif. Donc déjà, une donnée, un stockage, N usages. J'expliquais tout à l'heure les remboursements de dépenses de santé. Voilà. Donc je pense que les données que vous aurez dans votre COSI, ce sont celles qui de toute manière existent déjà, et là vous pouvez créer de nouveaux usages. Donc ça c'est juste pour la dernière question. Pour le point de départ, c'était, je critique le fait que les GAFA accèdent à notre intimité numérique. C'est une critique, oui et non, c'est une critique du point de vue de leur business model, parce que c'est effectivement cet accès qui leur permet d'avoir cette capacité d'influence, de targeting et voilà. Mais par contre, pour la pertinence des services, c'est très utile. C'est ce qui leur permet d'être bons. Et là, l'idée, c'est effectivement de permettre à l'individu de disposer d'un espace dans lequel ces services peuvent être encore plus pertinents parce qu'il y a encore plus de données. Alors après, ça arrive à la question que vous avez aussi pointée, qui est, mais est-ce que je ne recrée pas un pot de miel encore plus attirant que celui des GAFA? Le truc, c'est que celui des GAFA, c'est un pot de miel dans lequel il y a les données de tout le monde. C'est-à-dire que les données d'une personne, certes, pour vous, c'est toute votre vie numérique, mais en réalité, ça ne vaut pas grand-chose. Un numéro de carte bleue sur le marché noir, ça vaut $15. Vous y rajoutez vos factures et vos photos de vacances. Si vous n'appelez pas Edward Snowden, ça ne vaut rien. Donc, en tant qu'individu, vous n'êtes pas une cible. Et c'est pour ça, et c'est très important, que les éléments que je donnais tout à l'heure sur le fait que vous puissiez déménager votre COSI. Parce que du coup, il n'y a pas un centre qui héberge tous les COSI de tout le monde. Vous avez N tiers de confiance qui hébergent les données d'un sous-ensemble de la population. Et donc, vous avez quand même une distribution. Il n'y a pas une centralisation en un point de toutes les données de tout le monde. C'est chacun réunit ses données dans son silo, dans son
cloud personnel, mais par contre, il y a N hébergeurs, N tiers de confiance qui hébergent les clouds. Et ça, cette décentralisation crée dans le business model d'un attaquant, ça vient dégrader les gains possibles, parce que de fait, il y a moins de gens, donc moins de valeur, et ça augmente le coût de l'attaque, parce que du coup, tu as une distribution. Voilà. Donc quand on met tout bout à bout, en fait on augmente finalement la sécurité par rapport à la situation actuelle qui est catastrophique, puisque toutes vos données sont accessibles d'ailleurs à peu près via votre mail, puisque votre mail permet de réinitialiser vos mots de passe. Et voilà. Peut-être un dernier point de réponse aussi important, c'est que dans ce pot de miel, qui est votre cloud personnel, votre espace numérique, j'ai essayé de le dire, hein, mais vraiment sans les images, je ne sais pas si c'est passé, c'est l'idée de service numérique à domicile. C'est-à-dire que l'application, votre bilan carbone, il s'exécute à l'intérieur de votre cloud personnel, sans capacité de dialoguer avec l'extérieur. Le Grand Lion est venu à nous en premier pour ça. Il voulait faire un service d'aide au changement de comportement vis-à-vis des enjeux climatiques et environnementaux. Et ils ont très vite réalisé que pour proposer un tel service, ils avaient besoin de réunir beaucoup de données personnelles. Ils ne se sentaient pas légitimes à demander à leurs usagers de leur confier leurs achats, leurs traces GPS. Ils ne savaient même pas comment faire pour donner un moyen pour concrètement permettre aux individus de réunir ces données. Et là, ils se sont dit, bon, bah ok, on va plutôt distribuer à nos usagers un cloud personnel, un COSI, dans lequel ils peuvent connecter leurs traces GPS, leurs achats Strava, leurs achats Carrefour, leurs achats Fnac. Et dans cet espace-là, mon algorithme va pouvoir accéder à ces données sans qu'aucune donnée ne me soit envoyée à moi, Grand Lion. Vous voyez, donc du coup, dans ce pot de miel, il y a quand même cette notion de cloisonnement, d'isolation, d'enclave, permettant aux algorithmes de fournir un service sans que la donnée ne sorte. Alors, c'est quelques pistes un peu rapides, mais c'est plein de questions, et c'est possible que j'en ai oublié une en plus. Alors, nous, pareil, vous avez vu, il y a un store. C'est-à-dire que quand tu te connectes à ton espace numérique personnel, tu arrives sur ta home, tu as un store, un marketplace d'applications, exactement comme sur ton smartphone, tu as un store pour installer des apps. Là, c'est pareil, tu as un store pour installer des apps. Et ces applications, ce sont des web apps, en fait. Hein, c'est une page web, c'est un JS, enfin un JavaScript avec du CSS. Et surtout, quand on le démarre, on lui donne le token qui lui donne le droit de se connecter à l'API du COSI pour accéder aux données de manière limitative. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que ton application, quand tu l'installes, elle va te demander des droits d'accès aux données, mais elle devra surtout te demander les droits de partage de tes données. Et ça, c'est deux choses différentes, parce que du coup, elle a une API pour pouvoir accéder aux données, mais elle s'exécute dans une enclave. Et donc, si elle veut faire sortir des données, il faut qu'elle demande des droits supplémentaires. Ce que, typiquement, on n'a pas sur un smartphone. Ton smartphone, quand tu installes une nouvelle app, elle te dit est-ce que je peux accéder à ci ou à ça, et que LinkedIn accède à mes contacts pour me faciliter un autocomplète d'adresse mail, c'est très bien, c'est très pratique, mais qu'ils en profitent au passage pour me siphonner mes données et me les envoyer à l'extérieur sur leur serveur à eux, ça je suis pas d'accord. Il est essentiel de pouvoir faire la distinction entre ces deux finalités pour un usage d'un côté usage local de la donnée, de l'autre repartage à l'extérieur de la data. Et ça a plein de bonnes propriétés, cette séparation, cette distinction entre ces deux finalités, parce que ça permet notamment de faire une modale d'expression des consentements qui est beaucoup plus simple. Parce que du coup, les demandes de droit d'accès qui restent à l'intérieur du COSI, du cloud personnel, on les collapse, on les met en petit en bas. Si l'utilisateur veut ouvrir et regarder le détail, il peut, mais ce n'est pas très utile, il n'y a pas beaucoup d'importance. Par contre, on met au-dessus, en haut, en gros, les cas où l'application demande le droit de repartager la donnée. Et il y a des cas, c'est normal de repartager la donnée. Je vous donne un exemple. Un EDF qui voudrait avoir la probabilité de présence de votre voiture électrique dans votre garage ce week-end pour savoir si la batterie pourrait être utilisée pour écréter un pic de consommation. Cette statistique, pour pouvoir la faire, il faut beaucoup de données personnelles. Votre algorithme EDF pourrait, à l'intérieur de votre cloud personnel, utiliser les achats de billets de train, l'agenda, les traces GPS, des pratiques, un historique de données, etc., pour estimer la probabilité de présence de la voiture et ne récupérer en output que la probabilité de présence de la voiture. Ce qui est une information beaucoup plus maigre que toutes les données qu'il a fallu mobiliser en amont pour pouvoir faire cette estimation. Vous voyez ? Donc c'est comme ça qu'on peut créer des... Est-ce que j'étais clair sur les apps, hein, donc c'est vraiment des web apps qui dialoguent avec le serveur via une API. Et vous pouvez voir votre serveur comme finalement c'est une API, c'est une stack avec toutes les routes pour accéder aux différentes données qui sont structurées en type de documents, normalisées, enfin voilà, avec tas de services. Ok, ben merci.
Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention.